Valérie, on s'est croisés dans le train hier. Oui. Un train qui était vachement en retard. Le train de l'enfer. Le train de l'enfer. Dans le fond, moi, je partais de Montréal. Toi, t'attendais le train, je pense, à Saint-Lambert. Oui. Et t'as fait un post, t'as fait une story sur Instagram qui disait que ton train était terriblement en retard. Puis je me suis dit, c'est sûr que c'est le même train que moi. Fait que c'est comme ça que je t'ai accrochée, parce que j'ai su que tu t'en venais à Québec. Oui. Je t'ai sauté dessus, puis je me suis dit, c'est l'occasion. Quand j'ai des gens intéressants qui passent à Québec, je les invite pour jaser dans le balado. On se croise souvent, je le disais en intro, on se croise souvent dans les salles de nouvelles, à l'entrée de Radio-Canada, c'est chez ça, dans Nouveau, les halls d'entrée un peu partout. autour du 98.5 dans le coin. Moi, mon bureau est très, très proche du 98.5. La gare de train aussi. Oui, la fameuse gare qu'on veut éviter. Là. Qu'on essaie d'éviter, mais moi, je la fréquente à chaque semaine. Ouais, on n'a pas vraiment le choix. Je suis contente de t'avoir parce que je vais échanger sur plein de sujets avec toi. On est chroniqueuses toutes les deux. Un peu des profils différents. On a nos champs d'expertise qui sont complètement différents, mais aussi, t'es une chercheure, t'es plus dans le secteur académique. Moi, je suis une ancienne de cabinet, donc je parle de l'envers du décor et tout ça. J'ai une certaine expertise, mais pas nécessairement comme chercheur et tout ça. Mais on a des vies qui se ressemblent un petit peu. Des vies folles. Des vies un peu folles. Tu analyses la politique américaine presque au quotidien. On te voit un peu partout à tous les jours, là. Un 5-6 jours semaine. Avant, c'était du 7 sur 7 au début. Puis là, c'est du 5 quand je veux prendre des pauses ou du 6 jours. Comment t'as fait pour réussir à réduire comme ça? T'as fait des choix ou t'as réussi à organiser les choses autrement? Bien, je pense qu'on commence. C'était mon rêve. Je voulais vraiment faire parler dans les médias de politique internationale depuis que je suis jeune, mais je pensais pas atteindre ce rêve-là. Sincèrement, là, c'est un concours de circonstances qui fait que je fais ça aujourd'hui. Bien avant, là, moi, je pensais faire ça en fin de carrière. Mais j'ai été journaliste avant aussi, là, fait que j'ai comme un pied entre l'académique puis le journalisme. Donc, j'ai fait du fait divers, j'ai fait du palais de justice, j'ai fait plein d'autres affaires. Donc, j'ai appris à parler dans les médias. Puis ça, c'est ce qui m'a aidée. Parce que les connaissances, ça vient après. Mais ça, c'est la première des choses. Et comment je suis arrivée à couper, c'est qu'au début, je disais oui à tout. Je disais oui à tout quand je suis en vacances, quand c'était la fête de mon fils, quand pratiquement la veille de Noël. J'étais recherchiste aussi, donc je travaillais sans arrêt. J'étais très fatiguée, j'étais aux études, je terminais ma maîtrise aussi. Donc, c'était du 7 jours sur 7, mais pas une journée à temps plein nécessairement. C'est juste que tu dois toujours être stand-by. Tu es toujours un peu sur appel. Mon téléphone toujours avec le son aussi sur la table de nuit. Donc, ça devenait un peu envahissant. Et là, je pense que je suis arrivée à un point dans ma carrière où je peux dire non. Mm-hmm. Au début, tu n'as pas le choix de dire oui parce que tu te dis, ils vont pas me rappeler. Puis là, je vais rater ma chance. Donc, même si je rate des événements familiaux ou autres, c'est pas grave parce que c'est pour la carrière. Mais maintenant, j'essaie de faire la part des choses. Quand c'est vraiment très important, oui, je dis oui. Quand c'est mes engagements au quotidien contractuels, je vais dire oui. Mais c'est difficile. Je le travaille encore. J'apprends à dire non. Regarde, juste avant qu'on démarre l'enregistrement, tu as reçu un appel et tu as décliné une demande d'entrevue parce que là, ça rentrait pas. Ben, je trouve que c'était trop. J'aurais pu trouver une façon en bon français, de squeezer ça dans mon horaire, mais je suis fatiguée, sincèrement. On est en fin de saison, radio, télé. Donc, j'ai besoin aussi de petites pauses de temps en temps parce que ça reste que c'est une job qui est cérébrale. On doit penser à ce qu'on dit, comment on le dit. Quand on fait de la télé, l'apparence. Alors, tu es toujours en train de t'analyser. C'est le fun aussi, rien faire. De suivre l'actualité tout le temps. Il faut toujours savoir qu'est-ce qui se passe. Bien, je le disais, je trouve qu'on a des parcours, des éléments qui se recoupent. Moi aussi, cette question de dire oui à tout, puis d'avoir cette peur qu'on nous rappelle pas ou que si on donne pas satisfaction, ils vont appeler quelqu'un d'autre, puis tout simplement comme prendre l'habitude de faire affaire avec cette personne-là. C'est un apprentissage aussi là, de commencer à être un peu plus sélectif dans les interventions. Si on regarde la semaine typique, de Valérie Beaudoin, c'est quoi, là, du lundi au vendredi? Ça ressemble à quoi? Ça va être du lundi au samedi. Lundi au samedi. Ma semaine typique. Mais honnêtement, j'en ai pas de semaine typique. Je vais juste te dire ce qui est la base et le reste, c'est tellement variable. Donc, j'ai les mordus de politique à chaque jour. Alors, j'étais à Radio-Canada à 12h45 du lundi au jeudi. Ça, c'est rendez-vous, maquillage, coiffure. Bon, t'es une fille qui fait de la télé, tu sais, la totale. J'ai les mordus. Après ça, je me rends au 98.5 pour ma chronique avec Patrick Lagacé. Et j'ai aussi des petites chroniques fixes le mardi matin que je fais dans le coin d'Ottawa. Je fais aussi à Sherbrooke. Ça, c'est ma base.
Mais tout le reste, c'est vraiment en fonction de l'actualité. Et l'actualité américaine, elle ne prend pas de congé. Donc, là, je te parle du lundi au jeudi, puis j'oubliais que le samedi matin, je fais aussi une chronique au 98.5 depuis des années. Je fais ça, c'est la première que j'ai fait. Donc, je suis très fidèle aussi aux premières personnes qui me donnent une chance. Donc, ce créneau-là, je vais le garder, même si je pourrais dire, mais tu sais quoi, mon samedi, j'ai pas le goût de travailler. Mais c'est la première chronique que tu as eue au 98.5, oui, le samedi? Oui, okay. C'est exactement le samedi, dans le temps, avec Mathieu Beaumont. Et après ça, avec Paul Oud, qui me manque beaucoup d'ailleurs, et maintenant avec Elisabeth Crête. Donc, c'est un créneau que j'aime. On peut aussi aller un peu ailleurs. Tu sais, c'est plus léger, on peut rire autour de la table. J'aime ça, avoir un petit peu de côté de personnalité qui ressort dans certains moments. Donc, ma journée ressemble à ça. Mais sinon, pour te donner un exemple, mardi, on est en plein procès Trump. C'est ma plus grosse journée le mardi, point, là, parce que j'ai entrevu aussi le matin. D'habitude, mon avant-midi est très relax. J'étais en mode préparation. J'ai commencé, première entrevue, RDI, en direct, 6h40. Donc, tu te lèves avant pour te préparer. Et j'ai terminé à 23h avec les débatteurs. J'ai fait 11 entrevues dans la journée. Est-ce que tu es quelqu'un qui dort beaucoup? Non. Mais j'adore dormir. Mais je suis capable de fonctionner sans dormir. Je peux avoir 3 heures de sommeil, je vais faire ma journée. Mais après ça, je vais me coucher à 8 heures les prochains jours. Parce que tu le disais tantôt, tu dis je commence à être un peu fatiguée. La saison de janvier jusqu'à juin, elle est très longue. Elle est éternelle. Interminable. Ça n'a pas de bon sens. Il y a des émissions qui terminent au mois d'avril, mais pas les émissions de nouvelles et d'actualité. Donc, ça veut dire, attendez, on va les compter, janvier, février, mars, avril, mai, juin, c'est 6 mois. Ben, en fait, on va dire 5 mois à peu près, étant donné qu'à la fête nationale, ça se calme. Intense où tu dois suivre l'actualité tout le temps, être sur ton téléphone, effectivement, être tout le temps prête, habillée, maquillée. Tu sais, tu peux pas baisser la garde une journée puis penser que tu n'auras pas de télévision. C'est épuisant, effectivement. On commence à avoir hâte à la fête nationale. Oui, et c'est angoissant. Si je pars sans avoir mon trépied, je sais pas, parce qu'à la dernière seconde, je peux être appelée pour une entrevue ou là, j'ai pas mes vêtements de télé. Je vais avoir faut un tout stress. Que tu planifies. Ah oui, faut tout que je planifie. Mais je veux savoir comment tu organises tes choses, parce que moi, j'ai mes trucs d'organisation pour rentrer tout ce que j'ai. Moi aussi, j'ai quand même des bonnes semaines d'organisation. Oui. Moi, mon truc, c'est que je mets tout dans mon agenda, donc jusqu'à mes lavages de cheveux, jusqu'à des notes en me disant ce matin-là, toi, tu parles de ton trépied, mais tu sais, ma trousse de maquillage, etc. Comment tu fonctionnes pour être certaine de rien échapper? Je fonctionne dans le chaos. C'est le chaos? J'ai aucun système. Chaos organisé. Je suis une TDA non diagnostiquée. Je suis d'ailleurs en train de me faire diagnostiquer. C'est vrai? Oui, parce que mon fils a été diagnostiqué. Puis il y a beaucoup de parents qui disent, ben finalement, je pense que je le suis. Oui. Et clairement, je suis vraiment dans ce processus-là de diagnostic. Mais bon, je ferme la parenthèse sur le TDA. Mais je suis très désorganisée. Par contre, j'ai une bonne mémoire sur les choses importantes. Tu sais, j'oublie pas d'entrevue. Mais dès qu'il y a quelque chose qui sort de mon cadre de travail, parce qu'au travail, là, je vais être là à l'heure, je vais faire mes choses. Ça va bien fonctionner. Mais si tu me rajoutes un rendez-vous chez le dentiste ou je dois aller chercher, je sais pas, échanger quelque chose au magasin, aller au gym, j'ai vraiment... Il y a des choses qui vont prendre le bord, là. Ça prend le bord parce que j'oublie. Je reste sur mon divan à regarder Twitter ou X maintenant, puis là, je me réveille à un moment donné. Ah ben non, il faudrait que je parte. Alors, je suis très tête en l'air. Ben même si tu es en processus pour te faire diagnostiquer, c'est correct, mais même si tu n'as pas de TDAH ou tu n'en avais pas en bout de ligne, à un moment donné, la mémoire vive de notre ordinateur, de notre cerveau, c'est rempli. Là, parce que oui, parce que tu le disais, faire de la chronique, faire de l'analyse, c'est cérébral. C'est pas juste d'être présent quelque part avec ta trousse de maquillage puis ton veston. Là, oui. Il a fallu qu'il y ait une réflexion en arrière de ça. Tu essaies d'apporter une perspective qui est différente, qui est la tienne. Les heures de préparation avant l'apparition en ondes, toi, c'est à peu près combien de temps que tu vas mettre dans une journée? C'est vraiment variable. Et c'est ça l'avantage de mon travail, par contre. Parce que comme je suis l'actualité à tous les jours, parce que je dis je travaille pas le dimanche, mais je vais quand même suivre. C'est un processus en continu. Tu es toujours un peu prête. Oui, je suis toujours prête. Et j'ai quand même une bonne mémoire. Donc, si on parle d'un sujet qui a été traité l'été dernier, puis que c'est la suite de, par exemple, cette négociation de projet de loi au Congrès, où là, on est en campagne, mais là, je vais faire référence à la campagne de 2020-2016, ça va. Tu n'as pas besoin de réviser vraiment. Ta mémoire va compenser là, pour la quantité d'informations que tu as à retenir. Oui, puis l'analyse, tu sais, donc on explique ça aux gens, on vulgarise, donc on essaie de le présenter de la façon la plus simple possible aussi. Quand je me prépare, c'est vraiment des sujets avec lesquels je suis le moins à l'aise. Moi, je suis pas une fille d'économie, là. Je suis le genre de fille d'ailleurs qui paye ses impôts en retard et tout ça. D'ailleurs, je les ai pas encore fait. Je me présente vraiment comme une fille désorganisée. D'ailleurs, la comptabilité, comme chroniqueuse, on en reparle dans quelques instants. Oh, c'est terrible. Je pense que j'ai un PTSD de travailleur autonome. Mais oui, c'est ça. Alors, je suis l'actualité en tout temps.
Quand c'est difficile, c'est en retour de vacances. Là, je suis en mode rattrapage parce que j'essaie de décrocher quand je prends de vraies vacances. C'est rare. D'ailleurs, maintenant, je me suis même prise une agente pour gérer les conférences que je vais donner aussi parce que ça, j'étais pas capable de le faire. Puis quand je lui ai envoyé mes vacances d'été, j'écrivais semi-vacances. Ouais. Là, elle me dit, c'est quoi semi-vacances? Genre, ben, tu sais, s'il arrive quelque chose de gros, je vais être quand même disponible. Puis là, comme t'es sûre? Ouais, on est en campagne électorale aux États-Unis, je peux pas décrocher à 100%. Il y a quelques jours avec mon fils que je prends à part. Donc là, ce que je sors un peu de ta question, mais tu te gardes une flexibilité. Mais moi aussi, j'ai le concept de semi-vacances dans mon agenda. Il y a les vacances que là, vraiment, des choses que tu peux pas déplacer ou que tu es à l'extérieur, tu es en voyage. Mais il y a les vacances où tu te gardes une petite porte ouverte parce que tu le sais que l'actualité pourrait rebondir. C'est une campagne provinciale, tu peux pas dire, même si tu as un événement. Regarde, Noël l'année passée, c'était les négos avec le secteur public qui se poursuivaient. J'ai fait une chronique le 24 décembre. Oui, bien c'est ça. Et il faut avoir un entourage, je sais pas si tu es d'accord avec moi, qui comprend ta job. C'est essentiel. C'est essentiel. Puis les gens qui ne comprennent pas, vraiment ne comprennent pas. Ils sont comme, ben voyons. Tu sais, c'est pas si important que ça, puis on les convaincra jamais. Quand j'étais en politique, c'était pareil en passant. Les médias puis la politique, il y a des ressemblances beaucoup. Puis j'avais un chum, notamment, que je nommerai pas, mais il disait, ça peut attendre. T'es pas obligé toujours de répondre au téléphone. Puis j'essayais de lui expliquer que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais quand t'as pas l'appui comme ça, t'es toujours en train de te justifier. Tu peux pas faire cette job-là. Mais ça devient lourd. Ça devient lourd et t'as la culpabilité supplémentaire parce que je pense que même si on a un entourage qui comprend, en tout cas, moi, personnellement, je me mets beaucoup de culpabilité sur des événements. Par exemple, si je sais pas, je prends des vacances, je suis en train de faire une activité et là, je suis là, à mon fils, excuse-moi, il faut vraiment que j'aille travailler, mais il est habitué depuis des années. Il accepte ça? Oui, il l'accepte bien parce qu'il y a l'avantage des fois, la permission d'iPad. Ça donne un petit privilège. Fait qu'on associe ça à quand même une petite permission. Mais des fois, je pense qu'il y a le goût que je lâche. Il dit, maman, peux-tu lâcher ton cellulaire? T'sais, on écoute un film. Es-tu dépendante à ton cellulaire? Moi, je le 100%. Suis, là, je plaide coupable. Oui. Hein. Ah oui. C'est terrible. Si je l'ai pas, je vis une angoisse. Je vais être vraiment honnête, là, je peux pas me mentir là-dessus. Quand je rencontre quelqu'un qui a perdu ou oublié son téléphone à quelque part, je suis fascinée. T'as-tu des palpitations cardiaques? Ben, je veux dire, je fais une crise d'anxiété pour la personne, mais moi, ça peut pas arriver parce que à toutes les 5 secondes, je suis en train de regarder quelque chose sur mon téléphone, donc je le perds comme jamais de vue. Oui. Je vais aux toilettes avec. C'est ça. Moi aussi, je l'ai tout le temps. Puis dès que j'ai un moment seul, si quelqu'un, justement, j'étais un souper, la personne va à la salle de bain, ben je me dépêche à prendre mon téléphone, regarder mes courriels, regarder ce qui se passe. Puis oui, c'est pas juste des trucs pertinents. Tu sais, j'adore perdre mon temps sur Instagram et TikTok. Là, je vais pas dire que je suis juste la petite chercheur qui regarde toujours les articles pertinents. Non, c'est pas vrai. Là, j'aime vraiment aussi avoir des moments où je ne pense pas à des choses pertinentes. Ça, c'est à 100% dans ma personnalité. Mais oui, mon téléphone, c'est une extension de moi-même. C'est difficile de ne pas l'avoir. J'essaie des fois de le mettre de côté. Le souper avec les enfants, parce que mon chum a un enfant lui aussi. Donc là, je le mets ailleurs pour montrer un exemple, parce que je me dis, bientôt, je vais dire à mon fils, « Hey, lâche ton sel. Mm-hmm. Ouais, mais maman, tu l'as tout le temps dans les mains. Nous, on a tellement ce problème-là, puis on se chicane tous les uns les autres. Ton cellulaire à table, ben tantôt, c'était toi qui avais ton cellulaire à table. Non, c'est toi, puis j'ai un ado, puis le seul qui n'a pas son cellulaire à table, finalement, c'est mon petit de 6 ans, tu sais. Puis des fois, je me demande, est-ce que ça le dérange que je sois toujours sur mon téléphone? Il m'a jamais parlé de ça. Je pense qu'on fait un peu attention pour pas que ça paraisse trop. Oui. On se cache, comme tu dis. Là, on en profite pendant que les gens regardent ailleurs ou sont aux toilettes pour regarder notre téléphone. Mais en bout de ligne, la déconnexion, elle existe jamais. Là. Non. Je vais te donner un exemple de mon affaire la plus intense qui est arrivée. On est pendant les primaires démocrates, donc ça veut dire il y a 4 ans. J'étais en Californie, c'est le Super Tuesday. Je faisais pas encore autant d'interventions médiatiques. Je faisais le 98.5 beaucoup, quelques autres interventions, pas tant de télé. Et là, l'élection se termine et ma mère est là avec mon fils parce que c'est la semaine de relâche, fait qu'on essaie de tout faire en même temps. On part à Disneyland. Je suis fatiguée parce qu'avec le décalage horaire, j'ai commencé à genre 3 heures du matin pour faire mes interventions. Le téléphone sonne, c'est tout le monde en parle. Oh. Dans le temps qu'on préenregistrait le jeudi. Oui. On est le mercredi matin. Mais à Disney. À Disney. Et là, ils me disent, on veut t'avoir. Et moi, c'était mon rêve. Ma mère a dit, prends un vol. Nous, on va rester ici puis tu viendras nous rejoindre. Wow. J'ai pris Merci, un vol. maman. Oui, tellement. Fait que là, à Disney, j'appelais une agente de voyage parce que j'avais comme pas le temps de gérer ça, qui me bookait entre les manèges mes billets. J'ai pris un vol. On a fait, après Disney, je suis allée faire ma valise dans l'aéroport à Los Angeles, dans le stationnement. Je suis partie.
Je suis allée, j'ai pas dormi. T'aurais pu tout sacrer ça là, ta valise, dans le fond? Ben non, mais je voulais au moins la voir quand même. Fait que là, je suis partie. Ma mère a dû faire la route toute seule de LA à San Diego, qui était notre prochaine destination avec mon fils. Je la remercie tellement, là. Écoute, sans elle, j'ai pas de carrière, j'ai pas de vie. Je suis allée faire Tout le monde en parle et j'ai repris un vol dans la nuit après pour rentrer et terminer mes vacances avec mon fils. Donc, pour te dire fou. à quel point, à n'importe quel moment, ta vie peut changer et si tu veux prendre l'opportunité, t'as pas le choix de le faire. Mais ça me fait penser à quel point, tu sais, des fois, les gens ont pas conscience de tout le travail qu'il y a en arrière pour réussir à percer aussi dans ce monde-là. Tu sais, moi, j'en ai des anciens collègues de travail de la politique qui aimeraient ça chroniquer, puis tout ça, puis qu'ils se font refuser une fois, puis là, tout à coup, ils pensent que c'est terminé, puis ils comprennent pas pourquoi ça marche tout de suite. C'est des années de travail, c'est des années j'ai envie de dire de sacrifice. Je le dis pas nécessairement comme... Je veux pas qu'on se victimise là-dedans, c'est des sacrifices qu'on choisit de faire, mais c'est des années de travail, de faire des choix des fois difficiles, de pas toujours être là à tous les soupers d'amis, de manquer des choses aussi des fois. Puis ta mère a l'air de vraiment être un support important dans ta vie. Comment tu fais pour organiser les choses avec ton enfant aussi, étant donné que les nouvelles, c'est souvent à l'heure de la sortie de l'école, tu as une chronique la fin de semaine. Comment tu t'organises? Bien, en fait, c'est que ce que je me suis entendue avec le 98.5 pour j'ai une chronique à l'heure du souper. Et je dois aller chercher mon fils, j'ai une garde partagée avec son père. Donc, comment ça fonctionne? Les 2 journées où j'ai mon fils, ben, je vais le chercher à l'école tôt. On passe du temps ensemble dans l'après-midi. Et après, ben, il sait. À 5 heures, je descends, je fais mon petit tour de table. À 5h35, j'ai ma chronique. Il le sait tellement que les voisins qui viennent cogner connaissent aussi mon horaire. Les petits gars de 9 ans. Ils viennent pas cogner à l'heure qu'il faut pas. À partir de 5h07, ils peuvent cogner jusqu'à 5h34. Oh my Et God! Sinon, ils attendent dans l'entrée. Pour demander trop mignon. Alors, non, sont fantastiques parce que mon fils, sinon, il est tellement, là, il a peur que ça dérange ma chronique. Là, il est extraordinaire. Mais depuis qu'il est petit, il est habitué. Là. Quand je faisais des entrevues à Salut Bonjour à la dernière minute dans le sous-sol parce que justement, on était en pandémie ou même avant ça, il lisait pas à l'époque. Là, il y avait, je sais pas, 5 ans. Je faisais un dessin pour dire que j'étais dans le sous-sol, que je collais dans sa porte pour pas qu'il panique parce que je descendais 10 minutes au maximum. Oui, c'est pas long. Des petites interventions. S'entend que s'il y avait une urgence, il peut toujours me trouver. Mais il s'est habitué à ça. Alors, je gère ça comme ça. Le samedi matin, c'est à 9h20. Donc, je le fais déjeuner. Au contraire, je suis avec lui. Alors, on passe quand même des bons moments en famille, malgré tout. Je trouve le moyen. Et oui, je fais beaucoup de vacances en même temps que du travail. On passe la semaine de relâche en Floride. Très souvent. C'est ça, tu réussis à conjuguer les deux un peu puis en profiter. Tu vas aux États-Unis combien de fois par année? Bien, ça dépend des années. Là, avec la pandémie, je suis allée beaucoup moins souvent, mais je te dirais comme une année, comme cette année, je risque d'y aller au moins 10 fois. Puis t'amènes des fois ton fils, avec ta ma mère. Ma mère, c'est comme ma nounou. Vous y allez en famille, c'est vraiment mignon. Elle est retraitée, elle en profite. Alors, tu sais, elle adore mon fils. Elle a juste un petit-fils puis une fille unique. Ça aide aussi à tout ça. Puis il comprend mon travail. Tu utilises beaucoup les médias sociaux comme un outil aussi pour faire rayonner ce que tu fais, je pense, en tout cas. Tu sembles avoir du plaisir à le faire, tu sembles avoir du fun sur les médias sociaux. Comment tu tires la ligne entre ta vie personnelle, ta vie professionnelle avec cette nouvelle réalité-là où, disons, les gens ont beaucoup accès à l'envers du décor? Oui, mais je pense que les gens aiment ça. Je réalise, là, je mettais beaucoup de trucs sur le travail, moins de trucs un peu sur ma vie personnelle. Puis je sentais que l'engagement, là, je sais pas si c'est un anglicisme, mais je veux dire, les gens, ils m'écrivaient plus pour des questions autres. Ou tu sais, si je suis à un restaurant, puis je dis que je suis à tel endroit, ah oui, je l'ai pas encore essayé, celui-là. Donc, j'avais des échanges, puis j'aime ça échanger avec les gens qui me suivent parce qu'après ça, ils vont peut-être me poser des questions sur autre chose. Puis j'ai quand même une belle communauté, là, elle est pas si grande que ça, mais c'est des gens qui sont intéressés et intéressants aussi. Donc, je fais un mix. Des trucs professionnels, des trucs personnels, je trace la ligne à mon fils. Jamais on voit son visage. On peut le voir de côté, on peut voir que je fais une activité avec lui. Je veux pas faire comme s'il n'existait pas, mais il est là. Sinon, dans des activités avec des amis, avec mon chum, je vais pas mettre tout en détail. Là. Quand même, je veux pas que ça soit une télé-réalité non plus ma vie. Alors, mais j'étais à Vegas le week-end dernier. Je cache pas que je m'en vais m'amuser. Je cache pas que... T'es avec tes amis comme tel, puis... Parce que, en même temps, c'est le fun de montrer que notre vie, c'est pas juste la télé, puis le travail, puis oui, tu peux t'amuser, puis oui, tu peux... tu sais, des fois, c'est une job qui est sérieuse. Les gens trouvent que c'est un peu... ça sort de l'ordinaire. Les gens ne comprennent pas ce qu'on fait toujours. Ça semble très glamour, ça semble inaccessible. Mais finalement, c'est des vraies personnes avec des vraies vies. Ben oui, qu'on va super avec nos amis. Mon fils joue au soccer, je vais aller le voir. Tu sais, ça reste que je trouve ça bien. Je pense aussi qu'on montre ce côté-là pour que les gens comprennent ce qu'on fait.
Être une femme, une jeune femme dans l'espace public en 2024, dans les médias et tout ça, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent que c'est difficile avec les médias sociaux, que les commentaires sont parfois méchants, notamment sur l'apparence et tout ça. Je pense qu'on vit pas nécessairement... Toi puis moi, on a disons, une réalité qui peut se ressembler là-dessus. Tout à fait. Tu le vis bien, tu vis pas cette espèce d'intimidation que d'autres femmes dans les médias pourraient vivre? Non, je pense qu'il y a 2 raisons. Il y en a une aussi, je parle des États-Unis. Ouais. Donc, il y a cette distance-là qui est géographique, carrément. Alors, je parle pas d'enjeux qui touchent, en théorie, les gens ici tant que ça. Je me prononce pas sur des trucs controversés au Québec, au Canada. Puis c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce domaine-là. Honnêtement, là, j'avais pas envie parce que je vois des amis en politique active qui reçoivent tellement de messages haineux, là. Parce que la politique, plus elle est proche de la personne, puis plus il y a de chances qu'ils prennent les choses un peu personnellement, ça devient plus émotif. Alors que vu que c'est aux États-Unis, tu penses que ça enlève un peu de cette émotivité-là? Oui, les gens qui vont m'écrire, c'est des pro-Trump qui disent que je suis payée par le Parti démocrate. J'attends toujours mon chèque, d'ailleurs. Ben oui, le chèque est dans le mal, on me fait dire. Que je vais influencer l'élection. Je rappelle que je parle en français au Québec de politique américaine, donc je n'ai aucun pouvoir d'influence aux États-Unis. J'ai l'impression que des fois, il faut que je le rappelle aux gens. Ils te donnent plus de pouvoir. Ben oui, écoute, alors merci. Que tu en veux, merci probablement. à ces gens-là. Oui, exactement. Mais je reçois des messages gentils, des messages des fois un peu intrusifs. Des gens qui vont vouloir me voir pour prendre un café, pour parler. Ils sont très sympathiques, mais je pourrais pas commencer à faire ça avec tout le monde. Il y a des gens qui me suivent, qui m'écrivent à tous les jours, toujours gentils, respectueux. J'en ai qui sont un peu, que j'ai dû bloquer. Gentils, mais c'était des fois 12 messages par jour. Avec des photos, avec pas des photos explicites, mais des photos de leur vie à eux, de ce qu'ils mangent, leur assiette de croquettes de poulet, puis et ça c'était trop pour moi parce que ça devenait le côté obsessif me fait plus peur que quelqu'un qui va m'écrire bonne journée puis qui va juste respecter ce qui se passe. Ou qui échange sur ce qu'on a dit. Moi c'est un peu ce que je déplore. Moi non plus, moi j'ai pas beaucoup de messages agressifs et tout ça. Je pense que notre style on débat de façon respectueuse, on est plus dans l'analyse, on fait pas du rentre-dedans, on plante pas les gens. Exactement. Puis tu sais, ça, je pense que ça élimine un peu d'agressivité qui peut y avoir parfois. Mais des fois, il y a des gens qui, on dirait qu'ils pensent qu'on se connaît vraiment beaucoup, tu sais, qu'on est des amis. Puis moi, j'aime bien être gentille avec tout le monde, puis des fois, je trouve ça un peu difficile de, à un moment donné, mettre une limite. Il y en a qui sont très directs aussi, ils vont, c'est ça, t'inviter carrément à prendre un café, puis là, ben, faut décliner, tu sais, à ce moment-là. Puis on n'a plus le choix, on peut plus juste envoyer des petits pouces en l'air, puis dire merci de nous suivre. Un petit like, un petit cœur. Là. Exact. Ça peut être parfois un peu plus difficile, mais tu faisais référence au pro-Trump, tu parles souvent de Donald Trump. C'est des gens qui peuvent être très intenses, les supporters de Trump. Oui. Est-ce que tu es obligé de bloquer pas mal de monde des fois? Est-ce que ça va trop loin? As-tu déjà eu des menaces? J'ai déjà eu des gens, des menaces style sexuelles aussi, que les filles, on a, le côté agressivité aussi. C'est arrivé 2 fois seulement, mais tu t'en rappelles parce que justement, ça c'est 2 fois trop. C'est de trop. J'ai sinon, sur Twitter, X maintenant, depuis que ça a été racheté par Elon Musk, je vois vraiment un changement et je l'utilise presque plus. Ouais. J'ai mis l'été dernier une photo de 2 personnes qui m'ont volé un sac à main, qui font partie sûrement d'un réseau pendant le Grand Prix, qui étaient sous la table et tout ça. Et là, j'ai dit, bon, si vous reconnaissez les personnes, tu sais, puis là, je raconte mon histoire, puis on m'a dit, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Puis là, c'était parce que j'avais déjà mis aussi que j'avais fait vacciner mon fils, puis il avait attaqué mon fils. Puis là, pour vrai, la lionne est ressortie après ça. Donc, parce que je parle contre Trump, je le méritais. Alors là, j'avais vraiment des insultes personnelles et les gens insultaient les personnes sur la photo parce que c'était clairement des immigrants d'origine asiatique ou des gens d'origine asiatique qui avaient... Il y a eu des commentaires racistes? Et des commentaires racistes. J'ai dû enlever la publication parce que j'ai dit, je vais pas laisser ça là. Je veux pas laisser passer ça. Alors, et ça faisait, je pense, 6 heures que j'avais mis la publication. J'avais au moins une 30aine de commentaires racistes ou qui attaquaient ma personne et tout ça. Donc, j'utilise Twitter pour partager des trucs avec le travail. Plus rien qui trace, même qui met le petit orteil là, dans ma vie privée. Je trouve que les gens qui sont plus agressifs, qui sont plus extrémistes, se trouvent là-dessus. Ils s'en permettent, sont derrière un clavier, sont pas devant toi. Et ça, je trouve ça vraiment déplorable, tandis que sur Instagram, Facebook, j'ai l'impression que c'est cordial, que à 98%, là, c'est vraiment juste des gens qui te suivent parce qu'ils ont le goût de te suivre, pas pour genre être méchant puis essayer de trouver un moment. Non, ils sont intéressés puis ont envie de changer aussi. Tout à fait. Moi, j'essaie de répondre à tous les commentaires
sur le fond des choses, en tout cas. Là. J'essaie de répondre à tout le monde. Est-ce que tu es capable encore de répondre à tout le monde aujourd'hui? Dans les trucs positifs ou les trucs Oui. négatifs? Mais tu sais, surtout, mettons, quand tu fais une intervention à la radio puis que les gens ont envie de réagir à ton analyse et tout ça, là, pas t'avais des beaux cheveux aujourd'hui, mettons. Oui. Oui, je vais mettre à la limite un petit cœur ou tu sais, juste dire que j'ai lu le message. Ça m'arrive aussi de ne pas le faire parce que des fois, ça arrive en batch, là, pardonne-moi l'anglicisme. Ouais, il y en a trop. Comme de 20 messages en même temps, puis là, je suis en train de faire autre chose. Donc, je réponds pas toujours à tout le monde. J'aimerais le faire, mais comme je te dis, je suis tête en l'air dans ma personne. Alors, dans ma personnalité... Si tu le fais pas tout de suite, tu vas oublier. Mes amis le savent, là, des fois, ils peuvent me texter, puis 2 jours après, j'ai pas répondu. Ils me relancent, puis je suis pas insultée. OK. Je le dis à tout le monde. Normal. Là, quand je rencontre des nouvelles personnes, je suis comme « Hey, je te réponds pas, relance-moi. » C'est pas parce que je veux pas te répondre. Ouais, mais ça, c'est une autre affaire, c'est qu'à un moment donné, tu sais, par exemple, quand t'es en onde, est-ce que ton téléphone est devant toi? Oui. Bon, moi aussi. Au début, quand j'étais moins habituée, je fermais mon téléphone, en fait. Je le mettais dans ma sacoche. Puis moi aussi, s'il y a des messages qui rentraient pendant ce temps-là, je me disais, je vais répondre plus tard. Mais là, tu réponds plus jamais. Tu sais, parce que... Puis c'est pas tout le monde qui a des moments où vraiment ils ne peuvent pas répondre ou, tu sais, t'es vraiment focalisé sur ton analyse puis ton échange. Donc, s'il vous plaît, pardonnez-nous quand on ne vous répond pas, c'est parce qu'après, on a oublié. Fait que le message est lancé. Relancez-nous. Tantôt, tu as fait référence, puis c'était une de mes questions que je voulais te poser. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais jeune? Parce que tu m'as dit c'était mon rêve. C'était quoi exactement le rêve de jeune Valérie de 8-9 ans, 10 ans? J'ai eu 2 rêves. Je voulais être avocate. Parce que, écoute, mon anecdote est très drôle. J'étais dans un collège catholique privé, puis au procès de Jésus qu'on avait fait au secondaire, c'est pas une joke. Le procès de Jésus? On avait refait ça dans un cours de religion. OK, comme quand il a été crucifié, là? Oui, je te jure. Puis là, il y a une prof qui m'a dit « Ah, tu serais bonne avocate. » Puis juste à cause de ça, que je me suis dit « Hey, je vais être avocate. » J'étais genre en secondaire 1. Ça n'a vraiment pas rapport. Écoute, ça me fait toujours rire, cette anecdote. Ben, quand je vais te raconter pourquoi j'ai choisi de faire ce que j'ai fait dans la vie, tu vas voir que c'est parfait. Ton Alors anecdote ça, est bien correcte. Je voulais être avocate. J'ai toujours aimé l'actualité. Je lisais le journal, je m'informais en classe, j'avais toujours des références à ce qui se passe à l'international. Mes profs ne comprenaient pas pourquoi j'étais cette petite bébite-là qui s'intéressait à ça. C'est assez rare. Quand le reste des gens ne s'intéressaient pas. Puis ma famille est politisée, mais suivent pas tant que ça l'actualité, ils sont pas impliqués en politique. T'sais, j'ai pas une influence de ma famille, c'est vraiment venu juste comme ça. Alors, je m'intéressais à l'actualité. J'avais le goût de faire du journalisme international. J'avais le goût aussi d'aller, moi, je vais faire du genre journalisme de guerre. Là. Je voulais me rendre sur le terrain. Ça, c'était mes 2 rêves, entre guillemets. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé et c'est correct aussi. C'est rarement ce qui arrive, le rêve d'enfance. Moi, je voulais être agent du FBI, donc... C'est pas tout à fait ça que c'est pas. Moi, journaliste de guerre en théâtre de guerre, je suis pas sûre que non plus c'est une si bonne idée que ça, surtout quand c'est des conflits dans les dernières années où la place des femmes était peut-être pas idéale. Malheureusement. Alors, je pense que j'aurais été freinée aussi par ça. Mais c'est à l'université. J'ai étudié en relations internationales au bac, en droit international. Là, j'ai fait du droit, puis j'ai dit, hey boy, c'est pas pour moi. La rigidité du droit, ça fonctionne pas. Moi, j'aime argumenter. J'aime m'obstiner. Et même dans un travail que tu fais une analyse en histoire, en sciences politiques, tu peux exprimer ton idée, même si t'as pas exactement ce que le prof s'attend à voir. Alors, ça m'a déstabilisé, les cours de droit. J'ai dit, c'est pas pour moi. Après ça, j'ai habité à Washington pendant 6 mois et je suis tombée en amour avec Washington, avec la capitale américaine. T'avais quel âge à ce moment-là? Là, j'étais à l'université. Donc, j'étais rendue, j'avais 21, 22 ans maximum. Et quand je suis revenue, c'était le gouvernement Harper qui était au pouvoir. Beaucoup de coupures dans les organisations internationales, dans le milieu des médias. Donc, j'avais pas d'occasion. Donc, j'ai été journaliste, fait divers. J'ai commencé comme ça. Alors, je suis partie de la politique pour aller en communication. J'ai fait de la salle de nouvelles. J'avais une émission de télé à vie de recherche dans le temps. Oui, avec plein de monde. Monique Néron qui était là aussi, Elisabeth Laplante, plein de gens qui ont des belles carrières. Geneviève Garon aussi. On a commencé là. J'avais une émission sur le travail des policiers. Là, j'étais là avec les maîtres chiens. Je me suis promenée partout au Québec. Donc, vraiment, j'ai pris un détour. Et c'est rendu à Cogeco 98.5 où j'ai dit à un patron, à C'est quoi? Moi, je m'en vais. Je faisais ma maîtrise à ce moment-là. J'ai dit, je m'en vais à Washington juste pour le fun. Pas à Washington, à New York pour l'élection Clinton-Trump. Il a dit, ouais? Puis il dit, tu sais faire de la radio, hein? Je suis comme, ouais. Parfait, parle-nous de là-bas. Et ça a commencé comme ça. Oui, vraiment comme ça. Et la maîtrise, je l'ai choisi de le faire parce qu'en congé de maternité, je m'emmerdais. Ah bon. J'avais besoin de stimulation intellectuelle. Finalement, ça m'a pris 7 ans. J'ai essayé de faire ça, moi, en congé de maternité, un cours un programme de 2e cycle, puis moi, ça a été un échec total. J'avais eu mon premier bébé qui avait été tellement facile que je me disais, je vais prendre un cours. Quand j'ai eu mon 2e, il était tellement
tannant. Tu sais, genre, il dormait jamais, puis tout ça, fait que j'ai dû abandonner. Mais c'est bien correct, là, j'ai pas énormément de regrets. Fait que, pour revenir à ma question, j'ai l'impression que si on faisait un FaceTime avec Valérie du secondaire, elle doit être quand même... elle serait fière? Oui, je pense qu'elle serait vraiment fière, puis... C'est tellement un cliché ce que je vais dire, là. Je le sais, c'est grossier comme cliché, mais genre, à chaque jour, je suis contente de ce que je fais. Et là, il faut pas que mes patrons m'entendent, mais je pourrais ne pas être payée, puis je le ferais quand même. On va couper ça au montage, là. Tu mérites d'être payée pour ton travail. Mais on comprend le principe, dans le sens que c'est une passion. J'adore ça, puis les gens me le disent, ça paraît que t'aimes ça. Et c'est vrai, là. Sincèrement, j'ai beau, tantôt, je parlais d'11 entrevues dans une journée. Je suis épuisée, je suis fatiguée. Mais là, je te parle, je suis contente. J'ai fait une entrevue ce matin, j'étais super heureuse. J'aurais pu dormir. Vendredi, c'est une journée de congé normalement où je glisse des petits projets. Mais non, j'avais le goût de le faire parce que j'aime ça fondamentalement. Alors, je veux pas dire que je peux mourir en paix, mais j'ai quand même ma carrière de rêve, je la vis dans la trentaine, ce qui est pas donné à tout le monde et je me sens foncièrement privilégiée. Ouais, puis d'ailleurs, ce qui, je pense, ajoute à ton bonheur, tu as un nouveau projet en ce moment, tu as lancé ton nouveau podcast, parle-nous-en un peu. Oui, Miss America, rien de moins. Écoute, comment le titre a été choisi, là? Raconte-nous un peu dans le verre du décor. Sincèrement, c'est moi qui ai pensé à ça. Je voulais faire un podcast sur la politique américaine, un balado où on parlait ça grand public. Parce que je sais qu'il existe des balados où c'est pointu. Par exemple, à la chaire Raoul Dandurand, je suis chercheur, on en fait un. Mais les gens se disent « Je comprends pas le système américain. C'est tellement compliqué. C'est pas comme le système du Québec, du Canada. C'est très, très différent. » Donc, j'en ai parlé à mes patrons qui me sont revenus aussi avec un projet au 98.5. Et Miss America, je me suis dit « Je vais jouer sur le cliché. » Parce que longtemps, j'ai eu le syndrome de l'imposteur, puis là, je me faisais dire « Ah, t'es la petite blonde qui va parler de politique américaine. » On va y aller à fond. Miss America, ça fait... Il n'y a pas plus cliché que ça. Ma photo, là, j'ai un petit drapeau américain dans le cou. Tu sais, j'ai beurré épais, puis ça devient comme un brand un peu. Tout à fait. Qui fonctionne bien, sincèrement, depuis le lancement. Alors, je peux approfondir des sujets comme le droit à l'avortement qui me tient vraiment à cœur de parler de ce sujet-là. Je parle de politique fédérale, provinciale, avec le Trumpisme, est-ce qu'il y en a ici? Bientôt, je vais parler aussi des armes à feu. Pourquoi les Américains aiment tellement leurs guns? Hein? On comprend pas. Donc, ça fait partie un peu là, des genres d'épisodes que je vais faire. Super.